épisode numéro 13 du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je discute avec mon bon ami Cyril Chaïb de la firme Dialecta du sujet de growth hacking. On parle entre autres de comment les Facebook, LinkedIn, Hotmail, Dropbox, Gmail, Uber et PayPal de ce monde ont utilisé des techniques de growth hacking pour croître rapidement. Nous vous dévoilons également les 10 grandes catégories de growth hacking et à la fin, Cyril nous dévoile un petit outil extrêmement efficace mais peu connu pour cibler des leads de qualité. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Cyril Chaïb, président fondateur de Dialecta, une agence marketing de performance. Merci Cyril d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien, Jonathan. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, avant de commencer, Cyril, est-ce que tu pourrais donner un peu de contexte à notre auditoire? Qu'est-ce que Dialecta? Dialecta, on est une agence marketing de performance. On aide les marques à avoir plus de clients, à gagner des parts de marché. On y parvient avec nos trois spécialités, le média payant, le SEO, et l'analytics, data analytics. Je pense d'être beaucoup présent à Montréal, un petit peu plus large que Montréal aussi, si je ne me trompe. Hein? Oui, on a un bureau à Paris et on sert des clients à travers le Canada et à travers l'Europe. Fantastique. On entend beaucoup votre nom ici au Québec, donc je suis convaincu que vous faites du bon travail. Donc aujourd'hui, on parle ensemble aujourd'hui de growth hacking, qui est un terme qui emmène large. Hein? Cyril, je pense, c'est un terme que de ton côté, tu as une certaine opinion là-dessus. Oui, donc on peut pas dire le mot growth hacking sans voir des gens dans notre industrie qui vont rouler les yeux ou dire que c'est soit que c'est un terme qui est galvaudé, soit c'est parfois il y en a qui pensent que c'est de l'arnaque. Mais moi je pense que ça a sa place. Il faut ça a toute sa place, tout son mérite et c'est intéressant d'en parler. Effectivement. Fait qu'on va se poser d'abord la question, qu'est-ce que le growth hacking? On va se fier un petit peu à ce qu'on trouve sur Internet pour commencer. La première définition de growth hacking qu'on a retrouvée remonte en 2010 d'un certain Sean Ellis qui, selon lui, trouvait que c'était un petit peu un hybride entre un marketeur, donc une personne qui fait du marketing, et un codeur, donc quelqu'un qui fait de la programmation. Donc, les premières apparitions du fameux growth hacking 2010, un peu un mix entre du marketing et des gens qui vont faire de la programmation. Cyril, toi, de ton côté, c'est quoi ta définition du growth hacking? Moi, je vois dans le growth hacking un terme parapluie. En fin de compte, c'est quand on veut aller chercher de la croissance. Donc, il y a le growth, croissance, puis hacking, c'est l'astuce. Qu'est-ce qu'on va trouver qui est peut-être hors des sentiers battus. Et ça peut toucher à tout. Ça peut toucher au marketing, ça peut toucher à l'ingénierie, ça peut toucher à la stratégie de distribution. C'est vraiment de partir sur une page blanche et pas tout de suite aller dans la solution, mais juste dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher la croissance. Donc voilà. Donc c'est très très large effectivement comme définition et c'est très très souvent dans le contexte des logiciels, c'est l'intersection entre le codeur et le marketeur. Effectivement, et comme tu dis, c'est un terme qui emmène très large. Tout le monde a un peu sa propre définition de qu'est-ce que le growth hacking. C'est un peu ça, un peu peut-être pourquoi c'est un peu galvaudé, que les gens ont peur de ce terme-là aujourd'hui. Ça a l'air du vaudou. De mon côté, moi, ma définition, c'est d'aller gagner des parts de marché très rapidement à faible coût avec des techniques innovantes qui sont un petit peu moins standards dans l'industrie. Et ce qui est spécial, c'est que le growth hacking, Cyril, tu me corrigeras, mais est toujours en mouvement à travers le temps parce que si c'est d'aller chercher des techniques innovantes, mais ces techniques-là finissent par être standardisées, donc elles ne sont plus innovantes. Donc, ce qui était le growth hacking il y a 10 ans n'est plus ce que c'est aujourd'hui en termes de technique, en termes d'application. Et il y a des choses qui se faisaient il y a 10 ans qui étaient des techniques de growth hacking qu'aujourd'hui, on ira en prison pour ça. Là. Et pour donner peut-être un contexte à l'auditoire,
Facebook a utilisé au départ des techniques de growth hacking. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, Cyril, de la twist que Facebook a utilisé dans le temps, Facebook, qui aujourd'hui nous enverra en prison, là, fort probablement. Là. Ouais, je sais pas si en prison, mais clairement, ça serait lourdement critiqué. Donc, Facebook, comment ils se sont pris? De un, ils ont été par l'éternelle question quand on crée une communauté, qu'est-ce qui vient avant l'œuf ou la poule? Donc, il faut pour avoir un auditoire, quand tu arrives sur une plateforme comme Facebook, il faut que tu aies des gens avec qui te connecter. Sinon, ça devient très, très vite et tu peux partir. Donc, eux, de un, ils ont développé un cluster. Ils ont commencé dans des écoles. Et ils ont très, très rapidement, ils ont trouvé une stratégie pour aller chercher tout le monde dans cette école. Donc, ils ont été dans une nouvelle ville et ils n'ont pas été dans le monde entier. Ils ont vraiment été marché par marché. Donc, c'est une chose qu'il faut garder en tête. On peut encore faire ça aujourd'hui. C'est très stratégique dans plusieurs cas. L'autre façon qu'ils se sont pris, c'est tu recevais des courriels, tu sais même pas c'était quoi Facebook, puis ça disait Jonathan veut être ton ami, Mathieu veut être ton ami, un tel veut être ton ami, puis que qui veut refuser la notion d'être un ami. Mais comment ça se fait que très rapidement, je recevais tellement d'invitations pour être amis, quand on se connectait sur Facebook, sans s'en rendre vraiment compte, on nous demandait notre email et notre mot de passe de notre plateforme de courriel. Donc, si on était sur Hotmail à l'époque, qui était la plateforme plus connue, on voyait même le logo de Hotmail. On pensait qu'il fallait mettre notre email et notre mot de passe de Hotmail. Et sans s'en rendre compte, ça envoyait à tous nos contacts une invitation qui disait « un tel va être ton ami ». Donc, c'est un peu un cheval de Troie. Puis avant qu'on s'en rende compte, on va sur la plateforme. Effectivement, mes amis sont là. Et ça avait un effet de explosif. Là. Il ne va pas plus viral que ça comme tactique, qui coûte quasiment rien et qu'ils ont réussi à dominer le marché très rapidement. Et encore là, c'est une belle preuve que ce qui était les techniques de growth hacking il y a quelques années, aujourd'hui, on ne peut plus nécessairement faire ça pour deux raisons. Un, il y a beaucoup de juridictions qui nous empêchent aujourd'hui de faire ça, là, d'envoyer des courriels de masse à ce niveau-là. Et deux, les gens aujourd'hui sont complètement rendus allergiques à recevoir un paquet de courriels. Donc, si on utilise la même technique que Facebook a utilisée, qui les a énormément aidés à se rendre où ce qu'ils sont aujourd'hui en tant que compagnie dans les multimilliards de dollars, aujourd'hui, ce serait pas, il y aurait pas la même traction, Cyril, je me trompe. Là. Si quelqu'un repart un système similaire, d'utiliser la même technique, ça va être un centième de la traction que Facebook a eu. Là. C'est sûr. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un consentement beaucoup plus clair. Donc, il faut que la personne sache dans quoi elle s'embarque. Donc, souvent, la plupart des plateformes sociales ou des nouvelles des plateformes vont demander de se connecter à ton réseau de contacts, à ton carnet d'adresses, mais il faut que d'habitude que tu précises, oui, j'invite, et ce sera pas juste un envoi de masse à l'aveuglette parce que ça pourrait mettre la compagnie à risque. Mais l'idée est toujours bonne, d'inviter le réseau des réseaux et de se connecter directement, d'aller puiser la base de données pour faire les invitations. Il faut qu'il y ait un consentement clair, comme Facebook a fait à l'époque. Intéressant. Il y aurait 3 contextes, je pense, qui seraient bénéfiques d'utiliser le growth hacking, je pense, Cyril. Mais il y a plusieurs contextes. Un des contextes qui est le plus classique, c'est quand on est une start-up, puis on n'a peut-être pas encore ce qu'on appelle le product market fit. On n'est pas sûr de quelle va être l'adhésion de notre produit, de notre service auprès de nos consommateurs. Donc, dans ce cas-là, on est obligé d'expérimenter. Il y a une notion d'expérimentation aussi dans le growth hacking, de faire plusieurs itérations pour savoir qu'est-ce qui va accrocher. Donc, dans ce contexte-là, ça fait aucun sens de commencer à acheter de la pub sur Google, de la pub sur Facebook. Il faut qu'on expérimente. Et tout ce contexte d'expérimentation peut rentrer sous le parapluie du growth hack. Donc ça, c'est le cas qui est classique, dans lequel on va devoir réfléchir out of the box. Une autre manière, c'est des logiciels où est-ce que les coûts d'acquisition sont très, très élevés. Il y a des industries où est-ce que c'est très, très difficile de percer. Il y a énormément de personnes qui compétitionnent. Il y a beaucoup d'investissements, peut-être de compagnies qui ont reçu des rondes de financement. On peut pas juste aller sur Google et Facebook et acheter de la pub. Il faut trouver une autre façon de percer. Il faut penser à une stratégie qui nous permet de sortir du cadre. Et un autre exemple, ça serait une start-up. Ça se peut que on connaît notre consommateur, on sait que le marché existe. Peut-être que les coûts d'acquisition sont pas si élevés que ça, mais on n'a pas encore bien défini notre funnel de conversion. Comment on fait pour avoir ce qu'on appelle des marketing qualified leads, des gens qui rentrent dans le haut du funnel, qui disent qu'ils sont peut-être intéressés, et ensuite comment on fait pour les convertir en clients, des sales qualified leads, puis éventuellement des clients. Donc, dans un contexte comme ça, c'est très, très intéressant encore d'expérimenter pour savoir quels sont les meilleurs coûts de revient qu'on peut avoir. Et je pense que tu parlais justement de Product Market Fit, le fameux PMF, qui est la chose la plus importante quand on veut développer une idée de produit numérique. Tu as une technique là que je pense que tu prônes pour aller valider si on a un certain Product Market Fit ou en même temps aller parler un petit peu plus à nos utilisateurs. Là. Mais c'est très simple. En fin de compte,
étant à la tête d'une agence on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui ont un budget marketing. Donc, ils ont mis de côté un budget marketing, ils veulent avoir plus de clients. Donc, ça, on va dire, est-ce que vous avez déjà votre funnel de conversion? Est-ce que vous comprenez déjà combien ça vous coûte et comment vous faites pour prendre quelqu'un qui a jamais entendu parler de vous et comment il va entendre parler de vous, comment est-ce qu'il va rentrer dans votre CRM et éventuellement devenir client. Est-ce que le funnel existe? Et il arrive souvent, des marques ont eu des budgets, ils ont de l'investissement, mais ils n'ont pas encore prouvé qu'ils sont capables de prendre un étranger ou même leur public cible et sont capables de le convertir. Donc souvent, je vais dire, c'est souvent soit des startups, soit des compagnies très très bien établies, mais qui partent un nouveau service, soit un nouveau logiciel. Et ce que je vais leur dire, définissez-moi votre client idéal. Décrivez-le moi que si je le vois dans la rue, je peux le reconnaître. Des personnes qui sont fans de films de répertoire, mettons. Nous, on part un nouveau système à la Netflix pour les films de répertoire, et donc on veut absolument rejoindre cette clientèle-là qui va payer peut-être un peu plus, mais juste pour avoir des films de répertoire. Mettons, je prends un exemple hypothétique comme ça. Nous, ce que je vais leur dire, je vais dire, allez rejoindre ce public cible-là, allez à la fin du prochain film de Xavier Dolan, qui offrait un bon cadeau de $100 à toutes ces personnes-là dans la salle. On parle pas de marketing numérique, on parle pas de pub Facebook. Donnez-leur un bon cadeau de $100 à tout le monde parce que c'est exactement votre public cible. Et voyez combien d'entre eux vont venir sur votre plateforme, combien d'entre eux vont venir s'inscrire et combien d'entre eux vont revenir. C'est gratuit, hein, on s'entend, c'est $100 gratuits qui sont offerts. Si ce public cible, vous êtes capable de les identifier et vous leur donnez le produit gratuitement dans leurs mains et qu'ils ne viennent pas et ne reviennent pas, bonne chance de faire de la pub sur Internet pour les amener puis les convertir. Donc, c'est juste ça la prémisse, je dois dire. Si t'as pas réussi à donner le produit dans la main de quelqu'un, j'ai un autre exemple d'un client, c'est un jeu pour enfants. Un jeu pour des enfants de 6 à 10 ans. La fille, elle a 7 ans. Donc, j'ai dit, regarde, joue au jeu, je ne laisse jamais jouer à des jeux. Ma fille, elle était aux anges. Au bout de 10 minutes, elle voulait plus jouer au jeu. Elle avait juste plus le goût. Elle était tannée. Donc, j'ai dit ça au client, je dis, avez-vous donné ça à 10 autres parents, 10 autres enfants? Est-ce que vous avez fait ça? Si vous mettez le jeu dans la main des enfants, ils n'ont pas le but de jouer, les parents ont pas, ça les intéresse pas, puis les enfants, ils décrochent, mais pourquoi nous confier $100 000, $200 000 pour faire de la pub? Donc, c'est souvent la façon la plus simple, c'est mettez le produit, mettez le service. Ça a l'air absurde de donner un conseil comme ça, mais souvent, on va tout de suite dans l'action, on va lancer les campagnes. On n'a pas testé avec un petit panneau, là, je parle pas de 3000 personnes. Une dizaine de personnes. Si les gens viennent et ont le goût de revenir, t'as peut-être quelque chose. T'as peut-être un product market fit. Et on a un gros problème, comme tu dis, effectivement, là, c'est un bel exemple avec le jeu et les enfants. Si les enfants veulent plus jouer après quelques minutes, on n'a pas un product market fit très, très fort. On peut amener plein d'enfants à jouer à ce jeu-là, mais après 10 minutes, ils vont arrêter de jouer. Donc, il n'y a pas de modèle d'affaires après ça qui permet de créer une viralité puis de créer des clients récurrents. Si on transpose ça dans les produits numériques, c'est la même chose, là. On peut amener 1 million d'utilisateurs à venir s'inscrire sur une plateforme, mais s'il n'y a pas de rétention, si on vient pas vraiment répondre à un besoin qui est criant pour le persona auquel on parle, on va juste dépenser de l'argent pour rien, là, parce que dans le fond, il y a un peu comme 2 phases au marketing. Tu me corrigeras, Cyril, si t'as pas la même théorie, mais t'as la phase exploratoire, puis t'as la phase de croissance par après. Donc, la phase exploratoire, c'est justement on teste puis on cherche notre product market fit puis notre persona. Puis un coup qu'on a cette recette-là, on veut l'expandre puis aller plus rapidement à ce moment-là, puis de mettre de l'argent en quantité. À ce moment-là, dans la deuxième phase, devient un petit peu plus logique que dans la première, là. Absolument. Puis nous, beaucoup de notre service qu'on rend à nos clients, c'est on achète du média. Donc, c'est acheter du média, mais le média est là pour amplifier un succès existant. On ne fait qu'amplifier si ton taux de conversion organique, quelqu'un qui vient sur ton site et te réfère par un ami, c'est 4%, le média sera pas plus que 4%. Généralement, il va être inférieur. Mais on amplifie quelque chose qui existe. Si t'as pas de taux de conversion, si t'as pas de taux d'adhésion, si t'as pas de taux de récurrence, c'est pas le média qui va t'apporter ça. Donc moi, la plupart du temps, une grosse partie de ma business, c'est de dire aux clients, vous n'êtes pas encore prêt à faire du média. Surtout pour des produits qui sont encore exploratoires ou une valeur de service. C'est une responsabilité que nous avons parce que oui, on va faire du revenu, mais après on va dire, vous avez échoué en tant qu'agence, mais il faut qu'il y ait un funnel, il faut qu'il y ait de la conversion avant d'investir des dollars médias. Ceci étant dit, il y a des clients qui ont des subventions, puis ils disent, écoute, je veux la perdre ma subvention. Ils disent, on va tester des enveloppes, on va essayer de voir si ça fonctionne, on va cibler des audiences, mais on pourra pas mettre le pied sur l'accélérateur avant d'avoir démontré qu'il y a une cible, un message et un parcours de conversion qui fonctionne. Bien intéressant. J'aimerais ça, Cyril, qu'on donne des exemples pour revenir au sujet de growth hacking. Je pense qu'il y a plusieurs catégories ou types de growth hacking qu'on a vu dans
dans le passé, qu'on peut clairement donner des exemples à notre auditoire là, pour voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire dans leur propre système qu'ils développent. Ben, c'est sûr que tout ce qui est du référencement, du referral, d'inviter des gens. Donc, Facebook a utilisé une méthode autour de ça, mais sinon, celle qui est la plus utilisée, puis aujourd'hui, on appellerait ça du referral marketing, on va pas nécessairement appeler ça du growth hacking, mais c'est du Uber. Uber qui a fait peu ou pas de pub. C'est au lieu de faire de la publicité sur Google et Facebook, je suis toujours ces deux géants-là comme exemple, mais ils donnaient, je pense, c'est $30 à l'époque. Si tu référais à un ami, il y avait $30 et l'ami recevait $30. Donc, ça coûtait $60 à la marque pour avoir un client qui a mis sa carte de crédit, qui a vraiment fait le processus de conversion jusqu'au bout. Les gens qui font de la pub sur Internet, ils vont dire un coût pour avoir juste quelqu'un qui s'inscrit, ça va peut-être coûter, si t'es chanceux, $10. Mais on sait combien d'entre eux vont convertir, combien d'entre eux vont mettre leur carte de crédit. Tu vas voir que ça va te coûter beaucoup plus cher que $60 pour avoir un client qui a vraiment utilisé. Puis aussi, pour que ton ami t'ait référé, puis il veut avoir son $30, il a peut-être fait les éloges du service. Donc aussi, il a fait une job du marketing. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien établi aujourd'hui, mais à l'époque, c'est très, très innovateur. Ils ont bypassé le système de publicitaire et ont donné l'argent à l'ambassadeur de marque qui était nos clients actuels. Donc c'est quelque chose qu'on voit énormément. Donc, on prend les dollars qu'on donnerait généralement aux médias et on les met dans les mains des utilisateurs pour qu'eux aient cherché d'autres clients. Et là, c'est un peu l'effet de « Hey, j'ai quelque chose à te donner, fait que je me sens wow de pouvoir te donner des dollars pour cette application-là, puis en même temps de te dire que c'est nouveau, puis que c'est quelque chose d'intéressant. » Donc, on transfère juste le budget que généralement on met dans les mains des médias pour le mettre dans les utilisateurs. Puis on a vu plusieurs compagnies le faire à travers le temps. Là, tu parlais justement d'Uber. Un des premiers à le faire là, dans la fin des années 90. PayPal a été, entre autres, une entreprise qui a utilisé énormément cette technique-là pour créer des nouveaux comptes chez PayPal. Ils donnaient justement, excusez-moi l'expression en anglais, un incentive. On pouvait donner des dollars à d'autres gens pour qu'ils puissent créer leur compte et ça nous donnait des dollars à nous. Si on va plus dans une échelle de temps rapprochée aujourd'hui, si vous avez testé les systèmes de repas préparés à l'avance, les WeCook de ce monde, on est carrément bombardé là de dollars qu'on peut donner à nos amis, qu'on peut transférer. Que c'est hallucinant. Là. Je pense moi j'en reçois à chaque mois chez nous de choses que je peux donner à mon entourage pour les évangéliser à ce service-là. Donc, ça a été utilisé il y a longtemps, mais c'est encore utilisé aujourd'hui. Là. C'est encore utilisé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on appelle ça du growth hacking? Ça l'a été à l'époque. Maintenant, c'est devenu assez standardisé, effectivement. Quand on va en France, par exemple, il y a tellement de services de taxi, quand j'en compte au moins 5 ou 6 différents. Puis, quand la première fois que j'étais là-bas, je les ai tous accumulés. Mais à la fin, j'en ai quand même choisi un ou deux, mes deux préférés. Et c'était grâce à ce système de référencement-là. Il y a encore des marques qui oublient que c'est une façon de faire qui est hyper utile, qui va coûter beaucoup moins cher. Ça peut se rajouter dans un cocktail d'initiatives, mais il n'y a rien de plus fort qu'un référencement d'un client actuel. Et on a le referral par le dollar, mais il y a également du referral qui peut se faire par la gamification. À ce moment-là, de rendre ça un petit peu plus ludique, puis d'aller chercher des choses qui peuvent être bonnes pour nous au bout de la ligne. Là. Oui, l'exemple le plus criant, c'est Dropbox. Donc, Dropbox, j'appelle ça du gamification, mais grosso modo, eux, ils offraient Dropbox un espace, une solution pour avoir de l'espace cloud, c'est un des premiers. Comme Google Drive, et tu avais, je pense, au début 3 gigabytes à faire, et plus tu référais des amis, donc tu allais en chercher plus, mais aussi si tu partageais sur Facebook, tu allais en chercher plus. Si tu faisais souvent, ce que ces solutions vont utiliser, c'est si tu fais un product demo tour, ça coûte rien, là, c'est pas 5 minutes, mais il te donne un autre 250 megs de plus. C'est plein de petites étapes qu'ils avaient analysées pour dire si la personne a fait un tour démo du logiciel, il y a des bonnes chances qu'elle va adhérer encore plus à la solution. Si elle a mis son premier fichier sur Dropbox, ben ça se peut qu'elle va avoir tendance à revenir. Donc, ils ont donné des initiatives et donné de l'espace. Puis j'ai toujours pensé, je dis Dropbox au début, probablement qu'ils voulaient donner 10 gigs à tout le monde. Ils ont préféré en donner 3. Puis ensuite, rendre ça très, très facile de monter. Je pense qu'ils vont monter jusqu'à 25 à la fin, gratuitement. Et ça, c'est une astuce très intéressante parce que tu vas chercher des points, tu vas chercher du statut autour de ça. Il y a aussi Fizz qui fait ça beaucoup aujourd'hui. Tu vas chercher des points à travers la plateforme, à travers du referral, mais aussi tu peux faire des activités à même leur plateforme Fizz qui est des services mobiles pour aller chercher des points puis des statuts et des badges. Donc c'est aussi une façon qui est intelligente d'aller chercher soit de la récurrence, que les gens reviennent sur la plateforme ou du référencement.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je voudrais revenir à Dropbox parce que Dropbox, c'est extrêmement impressionnant, là, la croissance qu'ils ont eue, et sans cette technique-là de growth hacking, de gamification, Dropbox ne serait pas ce que Dropbox est aujourd'hui, là. Ils ont fait ça vraiment de manière excellente. Puis c'est un bon point, Cyril, que tu apportes. Des fois, c'est posez-vous la question de l'offre que vous donneriez généralement gratuite ou à un certain montant pour vos usagers, et réduisez cette offre-là pour, à ce moment-là, leur permettre d'aller monter un petit peu plus haut dans l'offre en faisant de la gamification. Et ça va vous donner un effet de levier assez impressionnant. Un autre exemple qui ont grandi rapidement, c'est la firme Boomerang, qui est un outil qui permet de suivre les retours de nos courriels. Donc, ça nous arrive tous d'envoyer des courriels qu'on attend une réponse super importante de nos clients ou de nos collaborateurs ou même de notre staff à l'interne. Et on peut mettre un petit marqueur à ce moment-là sur le courriel pour dire si la personne ne me répond pas dans une semaine, le courriel revient. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que la version gratuite nous permettait à peu près d'avoir 5 boomerangs dans un mois, donc de mettre 5 trackers durant un mois. Et quand on arrivait à 5, ils disaient, bon, écoutez, si vous en voulez plus, si vous voulez 3 crédits de plus pour ce mois-ci, faites juste envoyer à un ami la publicité de Boomerang à ce moment-là. Donc, ils ont grandi énormément grâce à cette technique-là de relever le plafond de verre de la version gratuite un petit peu plus haut, juste en référant à ce moment-là le système à des amis ou à des connaissances. Et ça leur a permis d'avoir une croissance assez impressionnante et de devenir le leader dans le marché juste avec cette petite technique-là de growth hacking à travers le temps. Souvent, des exemples comme ça, ils sont utilisés. C'est même pas pour aller chercher de nouveaux clients, c'est pour que les personnes reviennent, pour créer de la fidélisation. Parce qu'un des grands problèmes, il y a les coûts d'acquisition, mais ensuite, quels sont les coûts de fidélisation? Donc, ça devient facile une fois que personne est sur la plateforme, ben facile. On le voit de plus en plus. Et on t'encourage à revenir. Il y a beaucoup de jeux vont faire ça. Clairement, des jeux, tu reviens tous les jours, tu vas chercher ton cadeau gratuit, tes points gratuits. Il y a des applications, AliExpress offre des coupons, tu reviens tous les jours, ils vont te rajouter des points. Et ce qu'ils veulent, c'est que tu prennes l'habitude de revenir souvent dans l'application, dans le logiciel. Excellent point, ça. Donc, on a le referral en donnant de l'argent, le referral en gamification. En troisième élément, on pourrait avoir la peur de manquer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette psychologie-là humaine, cet élément de psychologie-là humaine pour réussir à créer un peu un effet de levier par le growth hacking, là. Oui, le fear of missing out, le FOMO, c'est toujours quelque chose. Tout le monde veut rentrer dans la discothèque où est-ce qu'il y a un line-up. S'il y a une dégustation au Costco, tu vas même pas voir qu'est-ce qu'il y a à déguster. S'il y a un line-up, tu vas te dire c'est pas le moment là que je veux goûter. Puis il va pas en rester. Donc, il y a cet effet d'engouement. Groupon a fait ça par la définition de leur modèle d'affaires. Donc, de dire, c'est que vous joignez un groupe, mais souvent il y a un nombre limité aussi. Parce que quand tu arrives trop tard, t'as raté. Il y a un cut-off. Donc, de créer un effet de rareté, souvent peut devenir une extrêmement bonne stratégie. Google a fait ça, Gmail. Il y avait le système de referral sur invitation, mais c'était seulement un certain nombre d'invitations que tu recevais. Donc Gmail, comment ils ont fait pour dominer l'espace? De un, c'est un logiciel qui était très très fort, mais en même temps, ils disaient de un qu'on est en bêta, quelque chose qu'il faut retenir. Tout le monde qui est en logiciel lance un bêta, ça vous donne la permission de faire des erreurs. Et ensuite, pour remercier vos usagers bêta qui sont indulgents, qui acceptent de faire des erreurs, donc vous leur offrez quelques invitations pour qu'ils invitent leurs amis. Donc cette notion-là fait que il y a cet effet de je fais partie d'un club privilégié. Et ça peut être utilisé de manière très rusée. Et Gmail ont complètement éclipsé la compétition avec cette technique-là, là, qu'on avait le droit à inviter 5 personnes et personne ne pouvait s'inscrire sans invitation. Donc, on était content d'envoyer une invitation à quelqu'un et la personne était contente de le recevoir. C'était wow. Ouais. Moi, je faisais contacter, c'est des invitations, je te garde en tête, je vais donner des invitations, etc. Puis Google fait beaucoup ça. Mais ça prend aussi un extrêmement bon service, un bon logiciel. Ils ont quand même un logiciel qui est étonnant parce qu'il y en a plein d'autres qui ont fait ça aussi.
sur invitation, etc. Je sais qu'il y a Clubhouse, par exemple. Il fallait que tu aies des invitations pour être invité à Clubhouse, la plateforme de audio, de podcast en temps réel, etc. Je sais pas si on en parle encore aujourd'hui, mais je sais que j'attendais mon invitation. Ça a fonctionné. Puis je me sens privilégié. Puis j'ai fait l'effort de me connecter quelques fois, mais ça peut fonctionner. Mais à la fin, il faut quand même que ton produit lives up to the hype, là, que ça tienne tête. Et c'est un bon point. Je m'en ai posé la question justement, Clubhouse. Est-ce qu'on en entend encore parler? Parce que moi, j'en entends plus parler. Contrairement à Gmail, qui apportait un énorme différenciateur, qui était énormément d'espace versus la compétition. C'était quasiment un cadeau là, de recevoir une invitation puis de l'utiliser après. Puis il y a un effet wow après, donc il y a vraiment un product market fit ou en tout cas un différenciateur qui fait qu'on est plus fort que la compétition à ce moment-là. Absolument. Puis je rajouterais là, sur Gmail, moi, c'était d'organiser les conversations les messages en conversation. Et avant, il fallait que tu sortes de ton email, que tu ouvres le prochain email, alors que ça, le fait qu'ils sont tous sur le même site, c'est niaiseux. Ça, c'est un game changer. C'est un très bon point. Le prochain élément d'exemple de growth hacking, on en a parlé, là, c'est d'importer des contacts et envoyer à tous ces contacts-là l'information de connectez-vous à Facebook ou connectez-vous. LinkedIn a beaucoup utilisé cette technique-là également, qui leur a permis de conquérir des milliers d'utilisateurs, je dirais même des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, un petit peu plus difficile à faire pour une question de régulation par pays, entre autres. Et ça va tomber beaucoup plus dans les spams aujourd'hui, ce genre de technique-là. Les systèmes de spam ont beaucoup évolué parce que les gens n'envoient pas nécessairement la plus-value de recevoir autant d'invitations. Donc, il y a plus nécessairement la même traction. Je dis pas de pas le faire, mais faut espérer un peu moins de ce genre de technique-là. Autre catégorie, il y aurait les mini-publicités, Cyril, intégrées dans les applications, mais peut-être pas de la manière que les gens vont le penser au départ quand je dis ça, là. Mais c'est un exemple, c'est peut-être un des plus vieilles idées de growth hacking. C'était très, très simple. Hotmail ont eu leur croissance avec ça. C'était dans la signature des emails qui t'envoyaient automatiquement, ça disait envoyé par Hotmail. C'est niaiseux, mais c'est une des raisons que Hotmail a eu énormément de croissance. C'était ça. Il y avait, avant qu'on envoyait des emails par les premiers iPhones, c'était Send with my iPhone. Donc, toutes ces choses-là, Mailchimp, donc une plateforme, sa plateforme est gratuite, d'avoir une signature qui dit que ça a été offert gratuitement et que la personne l'a utilisé. Donc, juste ce petit ajout-là, qui soit de manière très, très visible, c'est de la publicité gratuite. Et le produit en lui-même devient une publicité chaque fois qu'il est vu. Donc, c'est très, très simple. Ça s'est vu beaucoup, mais c'est une des premières techniques de growth hacking qui a existé. Donc, tout si dans votre produit numérique, vous avez de la communication qui se fait, des messages qui sont envoyés, ou à ce moment-là, il y a moyen d'utiliser ces espaces-là pour venir, pas nécessairement contaminer les gens de manière positive pour venir utiliser le système. iPhone a été un bel exemple aussi là, de quand les SMS s'envoient écrits par taper avec mes doigts sur iPhone. Je sais pas comment qu'ils mentionnaient exactement, mais c'est un bel exemple là, qu'ils ont réussi à faire de la publicité gratuite un petit peu dans leur propre système. Et si c'est c'est un logiciel qui fait de l'image de la vidéo, ça va être des watermarks ou une séquence à la fin vidéo qui va juste dire que ça a été fait avec l'outil. Et si tu veux enlever ce watermark ou enlever cette pub, il faut que tu payes. Donc c'est classique, mais c'est parfois oublié que ça existe. Et ça peut être extrêmement utilisé dans les modèles freemium, dans le fond, les modèles où c'est gratuit avec beaucoup de fonctionnalités. Par contre, il y a cette fameuse étampe-là dans le vidéo ou dans le son qui dit que ça a été fait avec tel outil qu'on peut généralement enlever en payant à ce moment-là. Donc, ça crée un bénéfice pour toutes les parties à ce moment-là au final. Prochaine catégorie, qui est une catégorie, je pense, qui marche peu importe le type de publicité, mais c'est la partie qui est un peu plus virale, un peu plus drôle à ce moment-là. Donc, les catégories humoristiques, je dirais la catégorie humoristique. Oui, ça c'est très souvent souhaité et souvent il y a des agences qui se font briefer du jeu vidéo viral et c'est difficile à prévoir parce qu'on le voit. Donc l'exemple parfait de ça qui a eu énormément de succès, c'est le Dollar Shave Club, la vidéo qui a l'air fait maison du président, qui paraît humoristique et révérencieux, qui vendait, je pense, à $1 par mois. Tu t'inscrivais à un groupe et tu recevais des lames de rasoir. Mais ils ont été rachetés, je pense, par Gillette, si je me trompe pas, faut fact-check, mais je pense à quelques milliards de dollars. Donc, ils ont créé juste une vidéo que tu voulais partager. Donc, c'était tellement quelque chose qui était champ gauche. Et depuis, on a vu plein d'autres compagnies qui ont fait ça. Des vidéos, tu vois, qui essayent de recréer un peu le même esprit. C'est probablement le plus difficile à créer. Tu peux pas, c'est drôle ou c'est pas drôle, mais tu peux pas, mais le Dollar Shave Club, ça a servi énormément jusqu'à aujourd'hui. Et allez voir ça sur YouTube, c'est un excellent vidéo. Si vous voulez passer 2-3 minutes là, à rire, là, ça a été,
c'est encore disponible. Et je serais pas surpris qu'il y ait des millions, des centaines de millions de vues, entre autres sur YouTube, sur cette publicité-là qui roule encore aujourd'hui. Et le meilleur exemple que c'est du growth hacking, on en parle aujourd'hui. Là. Donc, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui vont aller voir cette fameuse pub-là et connaître Dollar Shave Club à cause de ce fameux vidéo-là. Et il faut savoir que dans le Shave Club, je me suis pas inscrit, mais j'ai lu plusieurs de leurs case studies dans certains livres et certaines littératures, et c'était pas juste cette vidéo-là qui était irrévérencieux et drôle, mais c'était maintenu dans l'expérience de la marque par la suite. Donc, il y a vraiment une continuité. C'était pas juste un brief qu'ils ont donné à une agence, là, c'était comme ça qu'ils étaient. Donc, ça leur a permis d'avoir des répercussions et des partages, même au-delà de cette vidéo-là. Donc, ils ont joué la carte humoristique, mais c'est pas évident. Des fois, on veut être drôle, mais on l'est pas, là. Donc, si on regarde Dollar Shave Club, le vidéo original, 28 millions de vues, ça a été fait il y a 10 ans et on en parle encore aujourd'hui. Donc, voilà. Prochaine catégorie de growth hacking, ce serait de pouvoir utiliser des partenaires externes pour se créer un effet de levier. Là, ça a l'air un petit peu bizarre dit comme ça, mais tu as peut-être des exemples, Cyril, à donner là-dessus. Je pense souvent, on pense au réseau de distribution. Donc, quel est le média qu'on va utiliser? Donc, il y a du média payant puis du média non payant. Donc, une des stratégies média non payant, c'est la stratégie de référencement. Est-ce qu'il y a des sites aujourd'hui où est-ce que nos clients vont naturellement pour trouver des services connexes aux nôtres? Donc, l'exemple le plus connu, c'est Airbnb. Donc, Airbnb, à l'époque, c'est un concept nouveau de mettre son chez-soi, puis tu avais une chambre à louer ou parfois des maisons entières. À l'époque, c'était beaucoup une chambre que tu louais, que tu mettais sur la plateforme. Et les gens, quand ils voulaient trouver des espaces hors des chaînes d'hôtels, ils allaient sur Craigslist. Craigslist qui était une plateforme gratuite pour annoncer, et tu mettais tu avais tout là-dessus. Hein. Et alors là, ils ont découvert que beaucoup de personnes allaient là-dessus pour trouver des logements moins chers dans des villes, ou surtout dans des villes où est-ce qu'il y avait plus de logements. Il y a un événement, puis tout est booké, où est-ce que je vais? Je vais peut-être sur Craigslist pour trouver. Et dès qu'ils ont compris ça, ils ont créé un plugin qui faisait que c'était très, très facile de cliquer et de poster sur Craigslist ton annonce. Alors, ils ont profité d'une plateforme qui était hyper populaire et ils ont réussi à partager les annonces de leurs clients au nom de leurs clients, mais qui s'est amené sur la page Airbnb. Donc ça, c'est hyper rusé. Tu comprends l'écosystème, tu détournes pas l'écosystème. Les gens sont déjà là, ils sont déjà exposés à un environnement, sont déjà clairement en train de chercher ce qui est désir chercher. Pourquoi acheter une pub? De toute façon, tu peux pas acheter de la pub sur ce site-là. Mais peut-être que c'est des marketeurs traditionnels ou une agence qui est payée à la commission, elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, on va acheter de la pub sur ce site-là. Mais pourquoi ne pas juste afficher mon message sur ce site? Et c'est gratuit et il y a beaucoup plus de chances que la personne convertisse. Ça, c'est un exemple classique de mettre mon contenu à bonne place pour convertir les gens. Donc ça, c'est brillant. Et dans cet exemple-là, il y a une plus-value pour tout le monde. Là. La personne qui recherche justement un appartement temporaire a une plus-value. Craigslist a une plus-value parce qu'il y a plus d'annonces. Airbnb a plus de vues. Donc, tout l'écosystème a une plus-value. J'aurais un exemple d'utilisation d'un partenaire qui n'a pas nécessairement une plus-value au premier coup d'œil pour tout le monde. Il y a une compagnie aux États-Unis qui avait développé un logiciel de gestion pour les compagnies de déménagement. Et eux ont utilisé une faille d'un partenaire qui est la compagnie Yelp, YELP, qui est une compagnie qui vont référencer beaucoup d'entreprises locales où on habite. Et cette compagnie-là avait trouvé de manière très brillante une faille dans ce système-là qui est la suivante. On peut faire sur Yelp une demande de soumission, une demande d'information pour les fournisseurs qu'on recherche sur Yelp. Donc, lui, ce qu'eux autres faisaient, c'est qu'ils allaient voir tous les déménageurs qui existaient dans une ville donnée. Et là, ils envoyaient un message par la plateforme Yelp. La twist là-dedans, c'est que Yelp va avantager ou désavantager les personnes qui s'affichent sur sa plateforme selon la rapidité à laquelle ils répondent aux demandes. Donc là, eux ont utilisé cette twist-là pour envoyer l'information pour dire « Hey, quel logiciel utilisez-vous à l'interne pour gérer vos opérations? Parce qu'on a peut-être quelque chose pour vous. » Et là, à ce moment-là, la personne est obligée de répondre de l'autre côté et obligée de répondre rapidement. Donc, ils utilisaient cette plateforme, je dirais, entre parenthèses, partenaire pour aller rejoindre leur auditoire cible. Et avec cette petite faille-là dans le système, ils savaient que les gens n'avaient pas le choix de répondre et de répondre rapidement à ce moment-là. Sinon, ils étaient désavantagés après pour apparaître en haut des listings. Donc, c'est un autre exemple d'utiliser une plateforme externe pour réussir à se leverager. Et eux ont exploité ça pendant des années alors que personne n'avait vu cette faille-là. Et c'est un peu ça le growth hacking, c'est de trouver quelque chose que les autres ont peut-être pas encore vu ou qui est pas encore très utilisé. Ça a bougé à travers le temps. Ils devaient même se créer des connexions avec des VPN externes simulés
pour pas se faire bannir à ce moment-là de Yelp. Donc, c'est de là on voit un petit peu le terme hacking. C'était pas nécessairement très je dirais, c'était probablement dehors des conditions d'utilisation de Yelp. Mais voilà, ils ont été joués sur la ligne ou même un petit peu de l'autre côté de la ligne, mais ça les a... Tu vois, cet exemple que tu partages, c'est clairement un hack, mais c'est probablement ça qui donne une mauvaise image au growth hacking, dans le sens que c'est clairement détourné, c'est loin d'être un win-win, mais oui, c'est clairement c'est clairement du hacking, c'est du growth, mais c'est effectivement c'est le genre de choses que moi je recommanderais pas à mes clients, même si ça existe, je recommanderais pas d'exploiter cette faille. Et là, par contre, il y a toujours les trois parties dedans. Il y a le partenaire, il y a le client et la compagnie qui a développé le logiciel. Dans ce cas-là, au moins, la compagnie qui a développé le logiciel et le client a une plus-value. C'est vraiment le partenaire qui est Yelp, qui est un peu la personne qui se fait brasser là-dedans et qui trouve qu'il n'y a pas de plus-value là-dedans. Mais voilà, fait que dans le fond, le growth hacking, quand on dit que c'est large, et des fois, ça peut être de l'autre côté de la ligne de l'éthique, ça en est un exemple. Mais cette compagnie-là, aujourd'hui, n'existerait probablement plus, la compagnie qui a développé le logiciel, si elle n'avait pas découvert et utilisé cette semblant de faille-là dans le système à ce moment-là. C'est intéressant. Donc, on a également une autre catégorie qui est du contenu détourné. Ça, c'est intéressant. Donc, je pense que tu vas parler de cet exemple-là de contenu détourné. Je peux donner un bel exemple de contenu détourné. Une belle entreprise, je pense que c'est québécois, Montréal, la compagnie d'assurance EMMA, EMMA, de ce qu'on entendait dans un podcast que j'ai écouté de eux. Un des canaux où ils réussissaient à acquérir beaucoup de clients était par leur blog. Mais on s'entend que parler d'assurance, c'est pas très sexy, là. Il y a pas grand monde qui cherche ça. Puis, donc, ils se sont demandé qui est justement notre client idéal. Puis pour eux, de ce que je comprenais là, dans le podcast, c'était des jeunes mamans qui étaient enceintes et qui allaient donner naissance sous peu. Et là, eux se posent la question de dire, faudrait que je m'assure au cas où qu'il m'arrive quelque chose pour que mon enfant soit correct si jamais je décède. Donc, par contre, pendant ce temps-là, ces gens-là, ces femmes-là, souvent, qu'est-ce qu'ils recherchent? Mais ils se posent la question, comment je vais nommer mon enfant? Donc, ils font beaucoup de recherches sur les noms qui sont populaires ou les noms qui sont différents ou les tendances sur les noms, des idées de noms. Donc, ils ont produit... Tous les parents ont fait. Oui. C'est clair. Tout le monde a cherché sur Google les noms les plus populaires. Tu veux pas être dans le top 3. Exactement, c'est en plein ça. Donc, eux, ils se sont rendus compte que, notre clientèle cible recherche ça. Donc, on va produire beaucoup de contenu sur notre blog par rapport à cette question-là que les gens se posent ou ces questions-là que les gens se posent. Et à ce moment-là, ils amènent ce qu'on appelle en bon français des eyeballs, donc des gens qui viennent voir justement ce contenu-là. Et c'est des gens qui sont pertinents, qui peuvent être des clients potentiels. Donc là, ils mettent de la publicité à ce moment-là sur ces articles-là de blog par rapport au nom potentiel des enfants. Donc, ils publicisent leur propre entreprise par ce contenu-là qu'ils ont produit, qu'ils ont mis sur leur blog. Et c'est ce qu'on appelle un peu du contenu détourné. C'est qu'on attire notre persona avec du contenu qui parle pas de nos services, mais qui apporte un certain volume intéressant de gens qualifiés pour acheter. Et là, on vient intégrer à ce moment-là de la publicité à l'intérieur de ce contenu-là qui est un petit peu plus détourné. Donc, je trouve ça très brillant. Ça commence à être de plus en plus utilisé, mais je pense que ça l'amène de la plus-value pour tout le monde au bout de la ligne. Absolument. Puis tout ce qui est marketing de contenu aujourd'hui, qui est une sphère du marketing en soi, c'est vrai qu'au début, et encore aujourd'hui, je dirais que ça peut être vu comme du growth hacking. Moi, je vois ça comme du growth hacking dans un contexte, un client qui vient nous voir, qui veut juste mettre des dollars payants. Je dis, mais attends, tu pensais créer du contenu qui va vivre dans le temps, qui va apporter de la plus-value dans la conversation. Pour eux, c'était du hacking. Mais aujourd'hui, ça a son nom, c'est du marketing du contenu, c'est du SEO, c'est des ententes de partenariat avec des compagnies de contenu, des médias pour créer du contenu qui va durer dans le temps. Et ça, c'est probablement un des médias les plus efficaces aujourd'hui parce que vraiment, il n'y a rien de plus efficace. Quelqu'un qui cherche, tu réponds à la question, tu réponds aux besoins, mais en bout de ligne, tu t'associes à ce contenu-là. Et dans ton cas, c'est parfait. Clairement, l'audience qui vient, tu réponds à ses questions et ses intérêts, mais toutes les personnes qui vont avoir des enfants bientôt sont la clientèle cible. C'est brillant. Effectivement. Deux catégories également qu'on a relevées, qui est peut-être pas nécessairement des catégories, mais des techniques. La première, c'est du A/B testing, donc d'envoyer des gens sur des pages d'atterrissage, des landing pages, et on peut avoir différentes versions de cette landing page-là pour voir laquelle qui va performer le plus. C'était pas nécessairement une technique de growth hacking pur, mais c'est quand même quelque chose qu'on recommande et qui permet à ce moment-là d'aller optimiser la conversion. La dernière catégorie qu'on a... Je vais donner un exemple très concret avant même de se rendre là. La mesure, c'est tellement important. Tout part de la mesure. En marketing en général, en growth hacking encore plus. Définir ces KPI de conversion, aussi de micro-conversion, les étapes.
pour se rendre jusqu'à un consommateur final. Donc, nous, il est déjà arrivé, je n'aimerais pas le nom du client, mais un client qui vient nous voir avec un budget significatif et on se rend compte que on regarde l'analytics, on regarde le data avant même de commencer à faire de la pub et on se rend compte, ça remonte à quelques années, ça remonte à 2015, que leur site n'était pas responsive. Leur site n'apparaissait, c'était desktop qui apparaissait sur mobile, alors que 50% de leur trafic était du trafic de mobile. Et là, on disait, mettre plus d'argent. Mais pourquoi mettre plus d'argent en médias quand ce que tu veux faire, c'était de juste avoir une page responsive mobile? Et dans ce cas-là, ils ont dit, oui, mais nous, ça coûterait tellement cher, c'est une grosse compagnie, il faut penser à refaire tout le site web. Non, on peut juste détourner le trafic mobile vers une page mobile et faire du A/B testing, ce qui va convertir le mieux, et la rendre la plus épurée possible. Juste tendre à la conversion. Et ça, imagine si 50% de tes visiteurs vont une page qui est juste pas lisible sur ton écran, et après ça, tu dis, on va se concentrer sur la landing page plutôt que se concentrer sur tout ce qui est ailleurs. Donc, bien définir la mesure, on va bien regarder le data, et ensuite, une fois qu'on a décidé on a le go, parfait, faisons du A/B testing pour trouver qu'est-ce qui optimise le plus. Souvent, ce qu'on va dire à un client, c'est, mettons que tu as un budget d'1 million de dollars et que ton taux de conversion est 2%. Imagine, tu vas chercher 4%. Juste parce que ta page est plus épurée. Dans certains cas, surtout pour du service, tu veux des squeeze pages. Tu veux qu'il y ait moins de pages de distraction qui te sortent. Tu veux juste qu'ils arrivent et qu'ils donnent leur contact. Mais dans ce cas-là, de passer de 2 à 4%, c'est comme si tu avais investi 1 million de plus. Tu viens de doubler ta performance en diminuant par 2 tes coûts de conversion. Donc ça, c'est hyper important. Donc souvent, ce qu'on va dire aux clients, ce que tu as besoin, sur quoi tu as besoin de te concentrer maintenant, c'est pas de rajouter de l'argent on top, c'est vraiment travailler sur ta conversion. Et une des meilleures façons, c'est si ton site n'est pas responsive, fais-en un mobile ou juste fais du A/B testing. Fais du A/B testing, trouve la recette qui va te permettre d'aller chercher des meilleurs taux de conversion, et c'est là que tu vas avoir ton meilleur retour sur investissement. Et c'est tellement important ce que tu dis, Cyril. C'est bien beau d'amener des gens sur nos pages web pour venir les convertir, mais toutes ces étapes-là de conversion sont extrêmement importantes, de suivre les métriques. Je vous référais l'auditoire à l'épisode numéro 6 où je parle avec mon collègue Damien Berthollet de la métrique du pirate, le fameux R-funnel, A-A-A-R-R-R, excusez-moi si je me répète, mais donc c'est tout ce fameux funnel-là qui a une technique pour le suivre. On parle dans cet épisode-là pourquoi c'est important, puis comment on peut la mettre en place, mais de suivre métriquement parlant les conversions aux différentes étapes de ce funnel-là, c'est tellement important parce que juste d'améliorer une petite étape peut faire toute la différence que effectivement notre budget de 100 000 ou d'1 million va performer 2 fois plus. Et là, on peut soit diviser le budget à ce moment-là ou garder le même budget pour avoir le double de traction au bout de la ligne. Donc, super important. Épisode numéro 6. Dernière catégorie qui commence à apparaître, je pense, dans le marché présentement, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle ou du moins des outils d'intelligence artificielle. On commence à voir ça dans certaines catégories du marketing, Cyril, je pense. Oui, donc il y a l'intelligence artificielle. Dans la grande famille de l'intelligence artificielle, il y en a qui divisent en 2 catégories, mais il y a le machine learning. Donc avant de se rendre dans l'intelligence artificielle, il y a le machine learning. Et je crois qu'une des plus grandes transformations qu'il va y avoir dans notre secteur, ça va être l'apprentissage machine. Donc, être capable de traiter de la donnée. Je vais donner peut-être un exemple concret, mais il y a énormément de données qui est disponible. Il y a des clients qui ont des bases de données incroyables et de plus en plus, on va devoir se fier à notre donnée ou à la donnée de nos clients pour faire du ciblage publicitaire. Aujourd'hui, on a le luxe d'aller dans les plateformes publicitaires et de choisir toutes les audiences possibles. Je veux quelqu'un qui achète une nouvelle voiture dans les 6 prochains mois et que ce soit une voiture sport, mettons. J'ai ces profils-là qui existent dans les plateformes et je peux faire ça de manière programmatique, mais avec la mort du cookie qui s'en vient, la mort du cookie tiers, third party cookie, de plus en plus, on va devoir se responsabiliser de où vient ma donnée. Et la donnée la plus fiable, c'est notre donnée à nous, nos données de nos clients. Et avec l'apprentissage machine, ce qu'on peut faire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que trouver dans notre audience que nous avons, qui peut avoir, mettons, des centaines de milliers de clients dans notre base de données, comment est-ce que j'arrive à identifier c'est quoi la cible idéale que je dois rejoindre pour un nouveau produit, un nouveau service? Quelle est la façon pour moi d'identifier dans cet écosystème-là, dans cette base de données, c'est comment je dois cibler mon audience. Est-ce que je cible tout le monde? Est-ce que je cible juste ceux qui ont visité un certain produit ou un certain service? Analyser cette donnée-là,
grâce à des outils d'apprentissage machine, nous permet d'identifier des audiences, des sous-audiences avec lesquelles on va pouvoir cibler sur les plateformes. Donc, je pense que je suis un peu confus dans mon explication, mais en ce moment, si on devait analyser de la donnée, on fait des tableaux croisés dynamiques, on fait on va faire du reciblage classique. Quelqu'un a visité robe rouge, je vais lui recibler robe rouge. Donc, c'est très, très simple comme manière de faire du ciblage. Dans un contexte où est-ce qu'on va profiter des outils d'apprentissage machine, on va être capable de nourrir notre base de données à des outils comme un que nous utilisons à Dialecta, c'est Amazon SageMaker Studio. Donc, c'est une plateforme d'apprentissage machine qui est capable, tu lui donnes ta base de données, tu lui donnes un output désiré. Donc, par exemple, les consommateurs qui ont acheté le produit X ou qui ont acheté le forfait étudiant de ma compagnie de cellulaire, et tu lui dis, est-ce que tu es capable de me trouver quel est, dans le reste de ma communauté, dans le reste de mon audience, qui d'autre avait un pattern similaire pour acheter ce produit-là? Donc, comment est-ce que j'arrive à trouver le pattern pour qui achèterait ce produit et service dans ma grosse base de données? Donc, avec le nouvel outil d'Amazon, qui sont un des précurseurs là-dedans, c'est que automatiquement, il analyse ta donnée pour essayer de trouver ta finalité, qui est donc acheter produit ou service X, et il passe à travers 200 algorithmes d'apprentissage machine à la volée. Donc, il fait l'exercice de les passer un après l'autre, de les analyser, de les pondérer et de te revenir avec le modèle idéal qui dit, j'ai trouvé quels sont les facteurs dans tes paramètres de ta base de données qui permettent d'identifier qui a le plus de probabilité d'acheter ce produit et service-là. C'est de la magie. En fin de compte, c'est incroyable la puissance de cette analyse-là. Et soudainement, nous, les agences, on arrive à trouver ces termes dans la base de données de nos clients pour être capable de faire du recyclage. Et aujourd'hui, c'est intéressant. Ça va être d'autant plus intéressant quand le third-party cookie va disparaître parce que on va probablement voir de moins en moins d'options fiables à travers nos fournisseurs externes. Il va falloir de plus en plus se fier à notre donnée pour faire notre ciblage. Est-ce que je t'ai perdu, Jonathan? Non, mais je pense que c'est un petit peu ce que tu vois par rapport au futur du growth hacking. C'est vraiment l'utilisation et la valorisation de la donnée, là. Oui, donc encore là, je sais plus si le terme growth hacking, le parapluie va tendre jusqu'à là, ou est-ce qu'on va juste trouver un nouveau terme. Mais en ce moment, c'est du growth hacking parce que on est dans la marge. Dès qu'on est dans la marge, moi, j'appelle ça du growth hacking. On ne sait pas comment ça va fonctionner. On ne sait pas exactement. Même Google, en train de lance des logiciels et ensuite les sort parce qu'il ne sait pas comment il va traiter le monde publicitaire quand le cookie tiers va disparaître. L'écosystème, il y a des joueurs qui sont en train de se placer, mais tout ça, démêler ça, il y a une grosse partie qui va être juste l'architecture de système. Ma base de données où, c'est quoi mes connecteurs, comment je fais pour hacher ma donnée, la rendre anonyme pour respecter les règles, pour pas se faire poursuivre, d'avoir des pénalités. Donc il y a tout ce côté peut-être un peu plate, très mécanique et très froid. Et une fois que la donnée est bien organisée, que mon architecture est bien structurée, qu'on aura compris, bien documenté tout ça, ensuite c'est comment j'analyse cette donnée, comment est-ce que je pétris la pâte et j'arrive à en sortir les bijoux. Et ça, c'est sûr que c'est l'apprentissage machine qui va embarquer. Et les outils sont de plus en plus démocratisés, sont de plus en plus accessibles. Et il y a une job qui est je dirais, on va dire plate là, mais il faut organiser sa donnée, il faut la nettoyer, il faut la mettre au propre, faut que tout soit bien identifié. Mais une fois qu'on a ça, je pense qu'on va faire de très très belles découvertes. Bien intéressant, Cyril. Merci beaucoup pour ton temps pour cette discussion là aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on termine? Est-ce que tu étais à la recherche de quelque chose pour ton entreprise, des joueurs supplémentaires, des clients? C'est le moment de nous lancer ce que tu as en tête. On cherche toujours, nous, souvent on dit on est très très bon pour les clients qui sont peut-être les deuxièmes ou troisièmes dans leur industrie puis qui aspirent à être les premiers. Donc comme nous, on aspire à devenir les premiers puis qui veulent penser un peu différemment. Donc c'est un peu ça qu'on recherche et on adore travailler avec des clients. La plupart des clients avec lesquels on travaille ou des clients potentiels, la vérité, c'est qu'on a des conversations un peu comme celle-là où est-ce qu'on leur dit peut-être que c'est pas le média payant que vous avez besoin. Peut-être que très rapidement on sort un budget publicitaire et nous on va dire à des clients mais réfléchissons un peu. Est-ce que ton funnel de conversion fonctionne? Tu peux bien identifier ta cible. Est-ce que c'est vraiment le meilleur investissement de tes ressources? Et si c'est oui, on fonce. On va de l'avant ou sinon, on leur dit peut-être on se voit plus tard, ou peut-être qu'on les réfère à des partenaires, des développeurs de logiciels, des collègues dans l'industrie qui font du UI ou du UX pour pouvoir peut-être travailler ensemble plus tard quand l'écosystème sera plus près. Bien intéressant. Quel est le meilleur moyen pour te rejoindre, Cyril, si on a des gens qui nous écoutent qui veulent te rejoindre? LinkedIn, Cyril Chaib sur LinkedIn ou via notre site web. On répond très rapidement.
Et un des trucs peut-être que je donnerais pour les gens qui sont en B2B comme nous, une agence B2B, si vous venez sur notre site web et que vous n'entrez même pas votre nom, on utilise un outil qui s'appelle Lead Feeder. Donc c'est un petit truc qui à l'époque était du growth hacking, aujourd'hui c'est assez standard, mais de moindrement qu'une compagnie vient sur votre site, même si ça ne remplit pas un formulaire, vu que la plupart des compagnies aujourd'hui ont des adresses IP fixes, ça peut apparaître dans le CRM. Donc si vous cherchez, vous venez sur notre site et vous remplissez même pas un formulaire, mais que vous venez de votre compagnie, il y a des bonnes chances de l'être sur notre radar. Et le moindrement que vous visitez plus de 3 pages, il y a des bonnes chances qu'on va vous contacter nous-mêmes sur LinkedIn avant que vous fassiez un coup. Donc, c'est une petite tactique de growth hacking B2B, qu'aujourd'hui est assez standardisée, mais à l'époque, c'était de la magie et ça fonctionne plutôt bien. Vraiment intéressant. On l'utilise nous aussi. Donc, bon truc, bon conseil qui est donné à la fin de l'utilisation d'outils. Donc, merci beaucoup, Cyril, pour ton temps. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Voici le résumé de ce que je retiens de ma discussion avec Cyril de la firme Dialecta. Premièrement, le thème growth hacking est très large, mais si vous voulez croître rapidement, vous ne pouvez ou ne pourrez pas ignorer ce concept. Deuxièmement, il existe plusieurs catégories de growth hacking et les géants de ce monde tels Facebook et Uber ont tous utilisé une ou plusieurs de ces catégories pour réussir à se rendre à destination. Et troisièmement, l'utilisation et la valorisation de la donnée risquent d'être le futur du growth hacking et carrément du marketing. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Je vous invite en plus à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.